Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais c'était nécessaire qu'on fasse une chronique aujourd'hui pour parler de la fichue loi 25. La loi qui nous demande certaines transparences, certaines procédures, certaines exigences au niveau de la confidentialité des données qui sont collectées. Puis, on a des nouvelles exigences en septembre 2024 qui arrivent, donc on doit se préparer. On avait aussi des exigences en septembre 2022 et 2023. Donc, on a l'heureuse chance d'avoir avec nous aujourd'hui notre collaboratrice Emeline Manson, qui est experte en cybersécurité, et en prévention de la fraude. C'est aussi la fondatrice de l'entreprise Cyclic. Donc, elle vient nous parler un peu des exigences passées et futures, puis elle va venir aussi décortiquer, démystifier, vulgariser un peu qu'est-ce que la loi 25 pour ceux qui auraient manqué nos dernières chroniques, puis vous aider peut-être à mettre au clair certains sujets vis-à-vis cette loi et la collection puis la confidentialité des données personnelles. Donc, sans plus tarder, on part ça. Bon matin, merci Emeline de te joindre à nous encore une fois parce que le sujet qu'on parle, c'est la loi 25, puis on arrive à des nouvelles échéances aussi. Depuis la dernière fois, il y a eu l'échéance en septembre dernier qu'on avait certains trucs à faire. Je suis pas sûr, c'est tout le monde qui l'a fait, mais on est là pour réexpliquer certains trucs de qu'est-ce qu'est la loi 25, qu'est-ce qui est nos obligations, puis comment est-ce qu'on s'y prend aussi. Parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui encore ont du travail à faire puis du rattrapage puis qui ont besoin d'aide à ce niveau-là. Pour l'avoir fait moi-même, là, puis ça serait une bonne façon aussi de confirmer, voir si on a bien fait les choses, s'il y a des trucs qu'on doit vraiment améliorer. Mais pour débuter, peut-être faire un résumé, c'est quoi la loi 25 puis c'est quoi les exigences, là? Absolument. Donc, loi 25, loi sur la protection des renseignements personnels au Québec qu'on a en vigueur graduellement depuis le 22 septembre 2022. Donc, comme tu le dis, ça vient par phase. Donc, on a eu un bout à faire en 2022 qui était quand même assez modéré en termes d'énergie. On a eu ensuite 2023, l'année passée, qui était quand même pas mal intense en termes d'exigences. Un peu plus ardu. Ouais, beaucoup de documentation, beaucoup de remises en question. Et là, on a un dernier morceau qui arrive en septembre 2024, qui est le droit à la portabilité des données, dont je pourrais parler aussi absolument. Donc, ça s'imbrique sur 3 ans. On a eu, donc, première année 2022, des exigences au niveau de la personne responsable, bien entendu. Il faut nommer quelqu'un qui va s'occuper de tout ce dossier-là et de maintenir tout ça dans le temps. Donc, la personne responsable. On avait aussi des exigences au niveau des incidents de confidentialité, donc des exigences de documentation. Il arrive quelque chose, il faut le documenter. Au même titre qu'on a un accident sur les lieux du travail, il faut le documenter. Donc, exactement la même chose. Donc, 2022, c'était quand même light, c'était pas mal léger. Ouais, c'est ça. C'était juste de le mettre, mais encore une fois, il y a plein de monde 100%. Que c'est pas fait. Là. Même si c'est juste de mettre sur ton site web, telle personne est la personne responsable des données, c'est pas fait. Oui, mais j'entends encore beaucoup de croyances. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres, des gens qui disent « Ah, ça s'applique pas à moi, la loi 25 ». Je suis comme « On part encore de loin, mais... » Puis rappelle aux gens, c'est quoi la pénalité si tu t'adhères pas ou si t'es en défaut? Oui, mais on parle de sanctions, on parle d'amendes, de assez gros montants. On parle de entre 2 et 4% du chiffre d'affaires mondial de l'organisation. Ce qui est énorme. Ce qui est quand même intense, effectivement. Pour une petite PME, on parle pas du bénéfice net, là, on parle du chiffre d'affaires. Là. Fait que une petite PME qui fait peut-être... un 500 000, là, 4%, là, c'est quand même 20 000 d'amende. Oui, c'est quand même beaucoup c'est d'argent. C'est pas 250 $. Ou... Ouais, à voir dans la pratique comment ils vont le faire vivre, parce que sur le site web de la Commission d'accès à l'information, c'est quand même précisé que l'amende ne sera pas là non plus pour mettre la survie de l'entreprise en péril non plus, mais marquer quand même le coût, marquer une pénalité sur des manquements qu'il y a eu. Mais le but, c'est pas de faire faillite à n'importe qui non plus. Non, mais... Puis moi, ce que je regrette le plus de la loi, c'est qu'il n'y a pas d'adaptabilité à la taille de l'entreprise. C'est pas en haut de 25 employés, on a tant à faire. Fait une personne qui est quelqu'un qui travaille seul, solo, puis qui a peut-être un site Internet,
ben, doit avoir cette information-là. La même chose que Bell, Québécois sont assujettis aux mêmes personnes. C'est quand même une personne qui est responsable. Donc ça, c'est vraiment je pense que le gros facteur, moi, quand moi j'ai été mis au fait de la loi en 2022, que j'ai fait OK, attends, là, ça peut être très gros là, comme pénalité. Puis on sait pas comment ça va être appliqué, les pénalités. J'ai pas entendu personne ou d'écho, mais toi, t'es l'expert dans le domaine, fait que ça va pouvoir nous dire, mais s'il y a eu des pénalités qui ont été appliquées, si on commençait à sévir ou à envoyer des avertissements, ou je sais pas si tu as eu des échos de ça. En ce moment, ça va être plus s'il y a eu un incident, il va sûrement y avoir enquête. Donc, il y a certains incidents, comme on le disait lors du premier enregistrement, puis on invite les gens à le réécouter, mais il y a une notion, quand j'ai un incident de confidentialité, il y a la notion de préjudice sérieux qui peut arriver si jamais les informations qui ont fuité pourraient vraiment porter atteinte à la réputation de la personne, faire perdre des jobs, vol d'identité, fraude et ainsi de suite. Donc ça, c'est des incidents quand même intenses versus... j'ai ma boîte, j'ai ma liste de courriels qui a fuité. Le fraudeur ne fera pas grand-chose avec ça. C'est un incident pareil, il faut le documenter, mais il n'y a pas la notion de préjudice sérieux potentiellement. Donc, avec cette notion-là, si j'ai un incident et qu'il y a un risque de préjudice sérieux, j'ai un devoir supplémentaire qui est de le déclarer à la commission d'accès à l'information. Et dans ce cas-là, vu qu'ils ont ça dans leur pipeline, ça se peut qu'ils fassent une petite enquête, voir est-ce que les choses ont été faites correctement, est-ce qu'on a réagi correctement, est-ce qu'on a pris les mesures qu'il fallait ensuite. Donc, ça se peut là un petit peu plus, mais on en entend parler, mais plus ou moins encore, parce qu'il y a eu une période où est-ce que c'était supposé être public, les incidents de confidentialité à préjudice sérieux. Puis là, ils sont revenus un petit peu sur cette décision-là. Par contre, il y a eu beaucoup. En tout cas, j'ai eu vent de fausses informations en lien avec des visites surprises de la part de la Commission d'accès à l'information. C'est une organisation qui vraiment avait envoyé un courriel à tout plein de ses partenaires en disant « Hey, on s'est fait auditer, quelqu'un a passé 2 heures de son temps chez nous. Donc, faites attention, préparez-vous. » Et moi, quand j'ai eu vent de cette information, je suis comme, c'est quand même bizarre parce qu'on sait que la Commission d'accès à l'information, ils rushent eux-mêmes, avec les ressources humaines à l'interne, avec leur temps. Eux aussi sont en train d'implémenter tout ça. Donc, on avait fait des appels à la Commission pour valider, est-ce que c'est vous qui envoyez de façon aléatoire des inspecteurs? Et ils nous ont dit que non. Donc, il y a potentiellement des fraudeurs qui s'amusent à venir inspecter des organisations en faisant croire que c'était pour la loi 25. Donc, moi, ce que j'ai dit à cette organisation-là, c'est comme, si tu as donné ton code de système d'alarme, change ton code de système d'alarme. Oui, exactement. Donc, c'est quand même assez préoccupant. Mais sinon, on n'a pas de gros dossiers encore qui sont sortis. Et de toute façon, c'est en cours et je veux dire, c'est quand même long aussi, les prises de décision. Donc, non, absolument. Puis je pense que, eux sont aussi prises au dépourvu que les entrepreneurs peuvent l'être parce qu'eux autres aussi l'apprennent en même temps que la loi tombe. Puis de mettre en place le système, c'est pas tout de suite, mais tout ça pour dire, je pense que c'est pas la fin du monde si on n'est pas à jour, mais c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en priorité. Là. Oui, moi ce que je dis, parce que je travaille qu'avec des petites organisations pour le bénéfice de tout le monde, moi dans la vie ce que je fais c'est de la formation en prévention des fraudes, en cybersécurité, donc je suis formatrice, je suis vulgarisatrice, donc j'ai pas la prétention d'être avocate non plus, allez consulter des avocats si jamais vous avez des besoins plus poussés. Moi mon travail c'est de venir comme tu disais, de dédramatiser un petit peu, de dire on voit ça comme une montagne, ok mais est-ce qu'on peut le décortiquer pour faire un espèce de plan d'action, puis que je sais clairement demain matin je me réveille, quelle action est-ce que je prends pour aller dans la bonne direction. Donc, c'est ça mon travail. Mais je tiens à dire quand même que la Commission d'accès à l'information fait vraiment un super travail dans le sens où j'ai un exemple très concret à donner. Là, il y a une nouvelle exigence depuis l'année passée, 2023, ce qui touche les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Et nous, dans notre travail de vulgarisation, ils avaient mis un guide à disposition d'une 50aine de pages. On en avait fait une lecture, on était comme... Ouais, c'est quand même pas full clair. Tu sais, quelqu'un qui lit ça, c'est quand même assez intense. Même nous qui avons une certaine expertise, c'est quand même quelque chose. Et je pense qu'ils se le sont fait dire probablement parce qu'ils ont mis à jour un guide. Puis là, on en a refait, nous, une lecture. On est comme, ah, waouh, c'est vraiment beaucoup plus clair. Tu sais, on voit qu'il y a eu un travail d'enlever de l'information qui était superflue. C'est parce qu'on le sait, nos amis, les avocats, on les aime d'amour, mais il y a tellement de on se perd dans les détails. Là. Exact, parce que chaque situation est différente, donc on ne veut pas trop s'avancer. Mais non, il y a eu quand même un beau travail qui a été fait. Non, c'est intéressant. Puis écoute, c'est un sujet que je pense que nous aussi, même à l'intérieur de l'entreprise, on devra revisiter un peu parce qu'il y a des situations où peut-être on a assumé
certains trucs, on a dû prendre une décision de dire comme à quel moment est-ce qu'on tranche, tu sais, de dire comme l'information du client, est-ce qu'on doit envoyer, par exemple, à nos clients la liste des informations qu'on détient sur eux, right? Mais, tu sais, en tant que comptable, on connaît tout, là. On a les relevés bancaires, on connaît, là, on fait les impôts personnels de clients, on sait où est-ce qu'ils magasinent, on sait. Puis les clients nous envoient beaucoup, beaucoup d'informations superflues aussi. Fait que de faire la liste de tout ça, écoute, des fois, c'était de dire, OK, bon, ouais, où est-ce qu'on arrête? À quel point est-ce qu'on va dans le détail de fouiller les trucs? Puis c'est un peu ce guide-là qui nous manquait au départ, puis que depuis, je pense qu'ils ont donné un peu plus. Puis des organismes comme la tienne qui viennent supporter aussi les entrepreneurs, puis donner des ressources là, pour vraiment aider les gens à naviguer là-dedans. Là. Mais je suis d'accord avec toi sur le point que tu mentionnes à l'instant, qui est que, tu sais, j'avais en fait une amie massothérapeute récemment qui me dit, il y a plein de zones grises, puis on ne sait pas trop comment et quand statuer. Et pareil, toi, au niveau de l'ordre des CPA, il y a des choses qui sont dites, puis des fois qui ne sont pas nécessairement... qui ne vont pas dans le sens vraiment de la loi 25, et là, tu es comme, OK, mais lequel des deux j'écoute à ce moment-là? Donc, ça, c'est aussi de statuer. Puis c'est sûr que les ordres professionnels, les associations vont s'adapter à cette nouvelle-loi, parce que pour vrai, c'est nouveau pour eux aussi. Mais moi, honnêtement, tu sais, au moment d'implémenter en septembre 2023, il n'y avait presque pas de ressources, là. Tu sais, au niveau de l'ordre, on a fait quelques demandes, mais il n'y avait pas nécessairement beaucoup de ressources, là, à savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire exactement ou comment est-ce qu'on... Oui, dans une situation de commerce de détail, c'était beaucoup plus simple, mais par rapport à nous, les informations qu'on détient sur les clients, à quel point, à quel moment, qu'est-ce qui est préjudice grave. On a implémenté, on parlait un peu avant que le podcast commence, toutes les procédures, mais maintenant, quand on a un nouvel employé, on demande si on peut communiquer, souligner sa date d'anniversaire. Fait que c'est des trucs comme ça qui, jamais auparavant, on avait vraiment implémenté, mais que là, on doit faire plus attention. Puis on a eu... Ça s'est quand même, somme toute, bien passé. Là. Ça a été moins pire que... On en faisait un gros plat, mais dans l'implémentation, ça s'est quand même bien fait. C'est arrivé quelques fois au courant de l'année où est-ce que peut-être t'envoies un courriel ou tu mets quelqu'un en CC sur un courriel puis qui, tu dis, bon, est-ce que c'était un préjudice grave? Non, c'était juste un petit courriel, mais comme tu mets le mauvais Jean-François, tu sais, comme combien de GF que tu as dans ta boîte de courriel, tu mets un GF ou tu mets Nathalie, puis c'est l'autre Nathalie qui part. Puis, en tout cas, fait que ça arrive quand même, mais ça se fait somme toute assez bien. On remplit les trucs, on garde ça en archive. Mais peut-être, élabore peut-être un petit peu sur le nouvel outil que vous avez mis en place là, sur l'évaluation des facteurs. Mais je parlais un petit peu plus tôt de l'évaluation, donc des facteurs relatifs à la vie privée. J'en parlais quand je faisais référence à la commission d'accès à l'information qui a mis à jour son guide et tout. Donc, c'est quoi une évaluation de facteurs relatifs à la vie privée? EFVP, pour les intimes, c'est plus facile. C'est une évaluation, c'est une étude d'impact finalement. C'est de dire, je travaille avec certains outils, j'ai certaines actions que j'entreprends. Est-ce qu'il y a un risque pour les renseignements personnels? Donc, c'est vraiment une réflexion à avoir avant de débuter la démarche, avant d'aller de l'avant. Donc, il y a 3 situations qui nous obligent, selon la loi, à faire des évaluations. Puis après, je vous décortique un peu le rapport, comment on documente tout ça et tout. Premier élément, c'est si jamais on décide d'aller vers un tout nouveau système informatique, on fait une refonte de système, on développe un nouvel outil, peu importe. Exemple très simple, très rapide. Toi qui es en comptabilité, tu dois avoir des clients qui sont probablement sur QuickBooks. Et si le client fait le choix de dire, moi, QuickBooks, je suis tanné pour telle raison, je veux aller vers telle autre plateforme, ça implique des renseignements personnels. Donc, il y a une étude d'impact à faire de dire, est-ce que les renseignements vont être autant en sécurité à cette nouvelle place qu'à l'ancienne? Donc, tu vois, entre toi et moi, la réponse est vite répondue. Non, la question est plutôt vite répondue. La réponse, souvent, c'est oui. Mais il faut quand même le documenter puis prouver qu'on a au moins eu cette réflexion-là. Donc, premier cas de figure où est-ce qu'on doit faire une évaluation. Deuxième élément, ça va concerner très peu les gens qui nous écoutent, mais quand même, c'est si je transfère des renseignements à des fins de recherche, de statistiques, exemple à des chercheurs, à des bailleurs de fonds, et ça sans le consentement des personnes concernées. Réponse courte, si on doit transférer des renseignements, obtenons le consentement. C'est beaucoup plus facile dans ce cas-là, parce qu'avec le consentement de la personne, on a le consentement, on a délimité tout ça. Mais si c'est à faire sans le consentement, là, il y a une évaluation à faire une fois de plus. Mais ça tu dis que ça ne concerne pas beaucoup, mais moi, je trouve que de plus en plus...
j'ai de la misère avec les instances gouvernementales qui nous appellent, qui posent des questions, ou la même chose, tu sais, les banques qui appellent puis qui disent « Ah, j'appelle pour confirmer l'information de tel client. » Mais je dis, tu sais, puis surtout avec au gouvernement du Canada, tu sais, ils appellent maintenant à partir de cellulaire. Oui. Donc, ils t'appellent, ils te disent « Ah, bonjour, j'appelle dans le dossier de telle entreprise. Est-ce que vous pouvez me confirmer le numéro... » Non, c'est toi qui m'appelles. Moi, il te demande de t'identifier toi. Ouais. Après ça, il te demande des questions. Je dis, ben non, moi, je veux t'identifier toi. Tu m'appelles de numéro bloqué parce qu'ils appellent de leur propre cellulaire. Je dis, ben, tu sais, puis c'est des situations où je suis pas confortable. Puis là, j'en ai un justement qui m'a appelé hier, puis il dit, ah non, faut que... Je dis, ben, envoie-moi un courriel. Comme ça, j'aurai officiellement comme tes coordonnées, ton adresse courriel. Puis, ah non, il ne fonctionne pas par courriel. Seulement au téléphone. Je dis, ben, écoute, je peux pas rien te divulguer. Tu as un numéro bloqué, comment est-ce que je t'identifie? Là, il m'a laissé son nom, son numéro de matricule. Puis là, tu peux rappeler à travers les canaux officiels. Mais tu sais, c'est toute une mécanique de dire, faut que je vérifie quand tu m'appelles puis tu me poses des questions. Tu sais, puis des fois, on dirait que les gouvernements sont pas... Tu sais, sont même en défaut de leurs propres règles à eux, là, tu sais, de dire, j'ai pas le consentement du client, tu m'appelles, je peux pas t'identifier. J'ai dit, mais faut que je demande au client avant de te répondre. Déjà, oui. Mais ils s'adaptent et puis eux-mêmes sont en train d'essayer plusieurs affaires parce que même, je vois la commission d'accès à l'information, dans le cadre là, de l'évaluation à faire, dans le cadre de transfert à des fins statistiques, blablabla. Ouais. Ben là, la commission d'accès à l'information demande d'avoir une copie des renseignements personnels concernés par le transfert. Et tu leur envoies ça par courriel, t'es comme, il y a quelque chose qui bug là. Mais ouais, exactement. Donc, ils sont en train de trouver des solutions, puis, oui, la façon la plus simple et la plus sécuritaire probablement serait par fax. Mais on n'est plus rendu là, il faut trouver des compromis. Donc, il y a des courriels sécurisés aujourd'hui qui peuvent être envoyés. Donc, c'est simplement de proposer des canaux de communication plus sécuritaires, plus sécurisés. Oui, absolument. Absolument. Puis une procédure qui est plus conforme avec... puis je le comprends aussi, là, tout le monde est en télétravail, donc ils doivent utiliser des façons, mais je dis, envoyez-nous une lettre, envoyez-nous un courriel sécurisé, comme quoi, s'il vous plaît, entrez en contact avec telle personne. Ça nous donne aussi un certain avis, je peux dire au client, écoute, je dois envoyer ça, je dois faire ça. Fait que, non. Des preuves, des traces écrites aussi qu'il y a eu. Communication qu'on a eu. Fait que, de faire ça au téléphone, c'est pas... Ouais, ça reste un moyen de communication sécuritaire, mais comme tu dis, le problème, c'est la notion d'identification, d'authentification de la personne. À qui est-ce que je parle? Puis c'est un très bon réflexe que tu as de dire, ben non. Mais c'est parce qu'eux veulent t'authentifier toi. Puis je dis, ben moi, c'est toi qui m'as appelé. Ouais. J'ai dit, moi, toi, tu sais, je suis qui? Tu m'as appelé, tu avais mes informations. Moi, j'ai pas les tiennes. Puis dans tous les cas, j'ai pas eu de cas de fraude où c'est avéré que la personne ne pouvait pas s'identifier, mais des fois où il t'appelle puis il dit je dois t'identifier, je peux pas te dire c'est quoi le problème. Puis nous, ils nous disent je vous appelle, je dois vous identifier avant de vous dire même c'est pour quelle société que je vous appelle. Puis je dis, ben écoute, OK, mais là, attends, je dis, moi, je vais rappeler la ligne générale pour pouvoir m'assurer que je parle à la bonne personne, mais je ne sais pas c'est quel dossier. Après ça, je demande qui? Je demande pour quel dossier. On m'a appelé, je ne sais pas pourquoi. Ah, ben on ne peut pas vous dire, monsieur. Fait que, des fois, ils doivent se mouiller un peu, te dire, je vous appelle dans tel dossier. Parce que c'est ça, à un moment donné, c'est un stand-off entre les deux. Tu dis, ben non, moi, je ne veux rien dire. Non, toi, tu ne veux rien me dire, mais... c'est pas efficace, là, tu sais. Puis ça, c'est un problème, la notion d'identification qu'on pourrait être amené à vivre dans nos organisations parce qu'on en parlait en off, ou peut-être pas en off parce que j'ai déjà perdu le fil de notre conversation, mais un client pourrait demander à avoir accès aux informations qu'on a à son sujet. Donc, c'est ce qu'on appelle la demande d'accès à l'information. Exact. Mais là, on va pas juste donner le dossier à la personne qui m'appelle ou qui m'envoie un courriel. Là aussi, on va avoir besoin d'identifier. Puis ça passe. Idéalement, on voudrait pas demander, confirme-moi ton code postal. C'est des informations qu'on trouve partout sur Internet. Confirme-moi. C'est facile aussi, c'est ça. Moi aussi, des fois, j'ai un peu... ça me laisse un peu de glace quand que les gouvernements nous posent des questions, mais ils nous posent des questions que je suis comme... N'importe qui a accès à un document, avec l'adresse du client, il dit « Ah, veuillez me confirmer l'adresse de la société. » C'est tout disponible sur le REQ. Oui. Après, il dit « OK, puis, attends, ils vont demander c'est quoi... je sais pas,
ils vont poser des questions là, qui sont vraiment, vraiment... Là, qui se retrouvent facilement sur Internet. Exemple, c'est quoi le nom de jeune fille de votre mère? Ou 2024, même, c'est même plus facile que ça. Là. Oui. Tu sais, des fois, s'il faut qu'on appelle, puis qu'ils posent des questions, puis je suis comme... Puis à l'opposé, des fois, ils vont appeler, puis là, le client doit s'identifier, puis le client, il est comme... Je sais pas c'est quoi les réponses. Tu sais, comme il dit, c'est quoi votre la case 150 de votre déclaration d'impôt, le client est comme c'est où? Tu sais, nous on envoie la déclaration d'impôt, mais c'est un document de 80 pages. C'est ça. Tu sais, fait que là, là, nous on doit être sur la ligne, mais on n'a pas le droit d'être sur la ligne parce que c'est eux qui doivent s'identifier. Puis là, ça c'est comme t'es comme c'est ça. Tu lui chuchotes dans l'oreille, c'est ça la réponse, et puis en tout cas, c'est des fois, fait qu'à l'opposé, des fois, c'est ça, c'est des problèmes d'identification, mais aussi, c'est de dire un peu, tu sais, à quel point est-ce que nous, on est responsable aussi de vérifier. Tu sais, quand on a un client, est-ce qu'on doit lui demander une preuve d'identité? Est-ce qu'on doit conserver un permis de conduire? Quand il nous demande de l'information, des fois aussi, on a quand on travaille dans des entreprises, qui dans l'entreprise a accès à ces informations-là? Qui, tu sais, fait que c'est quand même assez complexe là, de savoir ça. Puis là, je t'ai interrompu, mais c'est quoi le troisième facteur? Non, mais c'est super intéressant ce que tu amènes. Donc, s'il y a des questions qui en découlent, je vais pouvoir y répondre sans aucun problème. Et mes troisièmes, donc, on avait la refonte de système, de changer de système, le fait de transférer à des fins statistiques. Et le dernier, et ça nous concerne pas mal tout le monde, c'est si on transfère des renseignements personnels à l'extérieur du Québec. Et ça, indirectement, on travaille avec des outils aujourd'hui dont les serveurs sont à l'extérieur du Québec. T'sais, si on regarde même Microsoft, les serveurs sont au Canada pour le moment. Donc, on doit faire une évaluation. Et entre vous et moi, tout le monde, on sait que la réponse est oui, c'est quand même plus sécuritaire que peut-être d'y aller avec un petit fournisseur qui est au Québec, mais qui est peut-être moins sécurisé. C'est pas parce que les données sont au Québec qui sont plus en sécurité. Non. Ça, c'est pas... Puis nous, on a des obligations avec l'ordre de garder nos données au Canada, ce qui est correct, là, c'est assez large. Mais tu sais, au Québec, c'est parce que là, tu viens vraiment limiter le nombre de fournisseurs, puis ça peut mettre une pression sur le fait que tu as un fournisseur ou 2-3 fournisseurs qui desservent l'entièreté du Québec. Mais là, c'est facile, tu sais, c'est comme les gestionnaires de mots de passe, ben c'est que là, tu regroupes tout à un endroit, tu mets tous tes œufs dans le même panier, fait que tu espères que le panier est assez sécuritaire. Puis tu sais, au même titre que je prenais l'exemple tout à l'heure je fais une refonte de système, je passe de tel outil comptable à tel autre, ben, la réponse, on l'a déjà. La réponse à la question, on sait que Microsoft, c'est plus sécuritaire. T'sais. Donc, il y a quand même... La logique, c'est... Il faut quand même faire une démarche d'évaluation, de la documenter. Ça n'a pas besoin de faire 50 pages. Au contraire, ça peut en faire juste 3, c'est parfait. Et les questions à se poser, c'est, OK, exemple, je garde l'exemple de Microsoft et je prends l'exemple plus particulièrement de SharePoint. SharePoint, OneDrive, qui sont des espaces infonuagiques. On a beaucoup de stock là-dedans, pareil. On travaille depuis ces outils-là. Donc, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai comme renseignement personnel à cet endroit-là? Parce que tout ce que j'ai sur l'entreprise, je suis peut-être encore beaucoup papier et finalement, je n'ai pas grand-chose en ligne, donc mon risque va être différent. Donc, qu'est-ce que j'ai à cet endroit-là? Ça concerne qui? Est-ce que ça concerne à la fois, oui, mes clients, mais aussi mes employés? Donc, n'oublions pas le côté ressources humaines aussi. Et ensuite, c'est de voir, c'est quoi le risque associé? Donc, on en parlait un petit peu. Nous, on a développé un outil, un gabarit de rapport finalement pour aider à la rédaction de ces évaluations-là. Et nous, on y a été... C'est sous forme simple, c'est-à-dire checklist. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que je peux me faire pirater le compte? Oui, Microsoft peut se faire pirater le compte. C'est un bel écosystème, mais encore faut-il le maintenir en sécurité de par nos pratiques. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que je suis susceptible d'avoir un rançongiciel? Est-ce qu'il y a telle chose qui peut arriver? Donc, on a fait ça sous forme de checklist. Et ensuite, on peut faire rapidement, c'est quoi la probabilité que ça arrive? Et c'est quoi la gravité si ça arrive, considérant qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est vraiment une évaluation qui, en conclusion... 3 choix. Est-ce que je continue de travailler avec cette plateforme? Est-ce que je continue, mais je mets peut-être quelques actions en place pour renforcer ma sécurité? Ou est-ce que j'arrête de travailler avec cette plateforme? Entre vous et moi, cette dernière option arrivera peut-être dans des cas où est-ce que c'est une micro-plateforme qu'on ne connaît pas vraiment, on ne sait pas trop, même on n'a pas réussi à savoir où sont les serveurs, ou est-ce que c'est nébuleux déjà en soi. Mais les évaluations, c'est vu comme quelque chose de gros. Et c'est comme une autre chose de plus à faire, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Oui, il faut quand même identifier c'est quoi les plateformes que j'utilise dont les serveurs sont à l'extérieur du Québec, puis ce serait à faire pour ces plateformes-là, mais on peut garder ça simple aussi. Et c'est là que l'outil qu'on a développé donne un gros coup de main pour, au moins par étape, de OK, c'est quoi étape 1? Ah, c'est ça, OK, parfait. Étape 2, et ainsi de suite. Puis un gros facteur aussi là-dedans que nous, on a eu beaucoup de discussions, mais c'est à savoir qu'est-ce qui est l'information personnelle. T'sais, parce que tu as l'information commerciale, par exemple. Tu as l'information, à quel point est-ce que l'adresse courriel d'un client
c'est de l'information personnelle. Si ton client, c'est une entreprise versus un particulier, la réponse va être différente. Exactement. Puis quel courriel ils vont avoir. Mais fait que peut-être, est-ce que tu peux élaborer un peu sur ça pour aider les gens à dire qu'est-ce qu'on entend par information personnelle? Oui, 100%. Donc, renseignement personnel, c'est un renseignement qui permet d'identifier quelqu'un, qui permet d'identifier directement ou indirectement. Parce que, exemple, une date de naissance, directement, je ne peux pas savoir que c'est rattaché à moi nécessairement. Mais indirectement, si j'ai d'autres informations, on pourrait retrouver mon identité quand même. Donc, c'est une information qui permet d'identifier directement ou indirectement un individu, un particulier. Versus le renseignement professionnel, qui est un renseignement, oui, qui identifie quelqu'un, mais dans l'exercice de ses fonctions. Et là, je vais faire une petite nuance parce qu'il y a une zone grise là-dedans, bien entendu. Ouais. On aime ça, les zones grises. Ouais. C'est que, donc, les renseignements professionnels vont concerner mon adresse courriel de job, mon numéro de téléphone de job, mon nom, prénom dans le cadre de mes fonctions, mon titre et ainsi de suite. Ça, c'est des renseignements professionnels qui m'identifient dans le contexte professionnel. Et là, la grande question qui arrive souvent, c'est « Ouais, mais mon comptable, admettons, c'est un solopreneur, puis son adresse courriel, c'est un gmail.com. Tu sais, il n'a pas son propre nom de domaine, il n'a pas de site web. » Fait que là, c'est personnel ou c'est professionnel? On revient à la nature de la relation qu'on entretient avec cette personne. Si la nature de la relation est professionnelle, si c'est dans le cadre professionnel, ça sera considéré comme professionnel à ce moment-là. Donc, exemple très, très cohérent. En plus, tu as mon numéro de téléphone, vu qu'on s'est texté tantôt. Ouais. Mon numéro de téléphone, moi, je l'utilise à la fois pour ma vie perso que pro. Je n'ai pas le temps de gérer 2 numéros de téléphone, de toute façon. Exact. Mais la nature de notre relation est professionnelle. On a ce podcast aujourd'hui. On devait communiquer en cas d'urgence, quoi que ce soit. Donc, toi, de ton point de vue, tu vas considérer mon numéro comme professionnel. Aussi simple que ça. Ouais. Qu'est-ce que je voulais ajouter en lien avec ça? Donc oui, si par exemple, par contre, tu as des clients qui sont business, qui sont professionnels, mais que dans le processus, tu es amené à collecter, je sais pas moi, leur numéro d'assurance sociale, leur pièce d'identité, ben ça restera toujours personnel. Mais ça, c'est les renseignements qui sont évidents. Oui. Évidemment, le numéro d'assurance sociale, c'est personnel, c'est techniquement pour t'identifier, puis techniquement, c'est sûr que maintenant, moi, je trouve... ce numéro-là, tu le retrouves sur tellement de documents que c'est quasiment rendu comme... Oui. Et c'est là qu'on vient avec la notion de préjudice sérieux. Oui, c'est un renseignement personnel. Son degré de sensibilité est faible. Ce qui veut dire que s'il est entre de mauvaises mains, oui, on va vouloir éviter que ça se retrouve entre de mauvaises mains, mais si ça arrive, il n'y a pas de préjudice sérieux. Donc, on fait quand même tout ce qu'on peut pour le protéger, mais d'un autre côté, comme tu dis, ça se retrouve tellement partout, mais ce n'est pas une raison de ne pas en prendre soin. Tu sais, au même titre, les organisations qui ont un conseil d'administration, oui, il y a plein de choses qui sont publiques au REC, mais tu l'as chez toi, il faut quand même que tu le protèges le temps que c'est chez toi, pareil. Absolument. Donc, fait que non, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants, puis de savoir c'est quoi le degré de... Tu sais, par exemple, ça peut être l'achat de quelqu'un. Quelqu'un a acheté tant de vêtements ou peu importe. Est-ce que c'est un renseignement personnel? Est-ce que c'est un renseignement confidentiel? Est-ce que c'est un renseignement... Tu sais, fait que de savoir un peu quel genre de... Tu sais, pour nous, par exemple, on est habitué de le faire, mais tu sais, le nom d'un client, j'ai pas le droit de communiquer le nom de mes clients, tu sais, de savoir qu'eux font affaire avec moi, puis ce genre de trucs-là. Fait que c'est des trucs que... Tu sais, on doit faire attention, on doit... Tu sais, quand que moi je te parle à toi, je peux pas te parler d'un de mes clients en le nommant. Tu sais, je peux te parler de façon générale, de dire j'ai un client qui est dans tel domaine, par exemple, mais je peux pas le nommer. Puis même des fois, de dire c'est dans tel domaine, si c'est un domaine qui est très, très, très spécifique, il faut faire attention qu'il soit pas identifiable. Mais tu sais, c'est des trucs comme ça que... Mais tu m'ouvres vraiment une très belle porte de venir définir 3 mots que souvent sont confondus, justement. Il y a la notion de renseignement personnel qu'on vient de décortiquer. Donc, un renseignement qui permet d'identifier quelqu'un. Très, très simple. En plus, il y a la notion de confidentiel et la notion de la sensibilité. Et ça, souvent, les gens vont confondre la notion de confidentialité et de sensibilité, alors que tous les renseignements personnels sont confidentiels à la base, même si c'est juste un nom, prénom, puis que c'est pas très, très sensible. Puis je vais décortiquer cette notion-là tout de suite après. Mais un nom, prénom, comme tu viens de le dire, c'est confidentiel. Je suis pas supposée partager cette information sans le consentement de mon client, sans le consentement de la personne concernée. Donc, tous les renseignements qui permettent d'identifier quelqu'un sont des renseignements personnels et tous ces renseignements personnels sont confidentiels. Maintenant, c'est pas tous ces renseignements personnels-là qui ont le même degré de sensibilité. Non, exactement. Et encore là, le degré de sensibilité peut changer à travers le temps, à travers des contextes, parce qu'il y a certains experts qui parlent du renseignement, est-ce qu'il est sensible ou non. Nous, c'est pas une catégorisation qu'on aime parce que, comme je viens de le dire, il y a certains contextes où est-ce que oui, un nom, prénom
tout seul, c'est pas sensible. Mais si tu mets un nom, prénom jumelé avec une adresse, une date de naissance, puis tout ça à la même place, en fait, c'est cet espace de stockage-là qui devient, lui, sensible. Même si c'est des renseignements qui ne sont pas sensibles à la base, dont la sensibilité est faible, tout ça à la même place fait en sorte que le degré de sensibilité de cet espace de stockage devient sensible. Ouais. Puis tu sais, puis le nom, prénom, l'adresse, courriel, je pense que c'est un point qui, tu sais, c'est peut-être pas quelque chose qui est sensible, mais une situation où je le vois beaucoup, puis nous dans notre cas, les incidents, ça a été des trucs comme ça, où est-ce que, tu sais, on a mis le mauvais courriel, qui avait pas nécessairement de l'information confidentielle, mais juste le fait de mettre, admettons, la mauvaise Emeline dans le dossier, ben, dans le courriel, je veux dire, tu te dis, OK, fait que là, maintenant, Emeline, elle sait que telle personne est mon client parce qu'on a mis le mauvais nom dans le courriel. Mais moi, dans les situations où j'ai vu, c'est que je reçois un courriel, admettons, puis ça m'est arrivé dans le passé, c'est où j'ai acheté ma voiture. Le concessionnaire a mis toute sa liste de clients dans un courriel, tout le monde en CC. Fait que là, moi, je vois toutes les personnes qui ont acheté une voiture. C'est une Volkswagen, c'est pas rien de super. Tu sais, j'ai pas beaucoup de noms, j'ai pas beaucoup d'informations, mais ça pourrait être un service plus sensible qu'une voiture. Ça peut être un revendeur de je sais pas, n'importe quoi d'illicite ou quelque chose que tu veux garder privé. Exact. Puis là, t'as comme toute l'information de tout le monde. Puis c'est des trucs qu'on voit assez souvent. Là, tu sais, ça peut être cours de natation pour les enfants. On est tous en CC, tout le monde même chose. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est plus normal, en tout cas. Mais c'est surtout dans des... c'est sûr, ça fait quelques années pour la voiture, mais pour des trucs qui sont plus à caractère de loisir, tout le monde est là, mais puis on s'entend qu'on est tous, admettons, pour la natation pour les enfants, on est tous dans la même classe. Tu sais un peu, là, c'est pas si privé que ça, mais c'est des informations que tu veux peut-être pas que quelqu'un aille. C'est des trucs qui sont moins... plus informel, là, c'est moins... Mais ça reste un incident de confidentialité. Exactement. Au sens de la loi. Pas de préjudice sérieux, mais quand même un incident de confidentialité. Ouais. Puis tout dépend du contexte. Justement, tu sais ce que tu mentionnais et ça m'a fait penser à l'émission peut-être que tu as vue sur Netflix récemment concernant Ashley Madison, le documentaire. Oui, exactement. Donc là, pareil, c'est de dire on a une plateforme, les informations ont fuité. Et pourtant, c'était juste des noms, adresse courriel, numéro de téléphone. On s'en fout de ces informations. Mais le contexte veut que le fait d'associer cette personne à telle plateforme, c'était assez pour entacher sa réputation. J'ai une autre anecdote. C'est arrivé il y a peut-être un mois, puis ça avait fait... c'est sorti dans les médias. Mais j'avais un journaliste qui m'avait appelé justement pour parler de notre guide évaluation des facteurs. Il me dit, puis pendant que j'aimerais avoir ton point de vue sur une situation. Je détaille pas trop la situation, mais bref, il y a eu un incident de confidentialité sur un site web et il me dit, il y a des dates de naissance qui ont fuité. Moi, je suis comme, des dates de naissance, c'est pas cool ça. Tu sais, pour vrai, on est quand même proche. Je suis pas avocate une fois de plus, mais dépendamment de ce que tu as d'autre autour, avec une date de naissance, on est très proche d'un numéro de permis de conduire, RAMQ et ainsi de suite. Donc, oui, c'est sensible. Et là, la vie a fait que l'organisation concernée, je la connaissais et elle m'a appelé en panique en disant il y a l'avocat, pas l'avocat, le journaliste qui nous a appelé. Mais le contexte, c'est que leur clientèle sont des artistes. Et là, moi, dans ma tête, ça a comme des dates de naissance dans le cadre d'un artiste, ça me stresse pas finalement. Parce qu'ils ont déjà des fiches Wikipédia. Les dates de naissance sont déjà publiques. Alors, c'est pas une raison, il y a quand même eu un incident et tout. Mais à ce moment-là, cette information me stressait plus. L'information qui me stressait, c'est les adresses. Qui m'auraient peut-être pas nécessairement stressée, mais là, dans le contexte, c'est des personnalités publiques. D'avoir les adresses qui se retrouvent là, ça devient intense un petit peu plus. Donc, tout est tellement... ça dépend qui est-ce que ça concerne, ça dépend du contexte. Mais de façon générale, on peut quand même dire qu'il y a certaines informations qui seront toujours sensibles. On les a nommées, permis de conduire, pièce d'identité de façon générale, numéro d'assurance sociale. Moi, je diabolise aussi beaucoup les spécimens de chèques. Souvent, il y a des gens qui vont envoyer leur spécimen de chèque par courriel, mais c'est comme la photo de ton chèque qui est très facile à reproduire pour un fraudeur. Donc, laissons-nous une chance, puis envoyons peut-être juste les numéros de compte plutôt que la copie du chèque en tant que tel. Ça, je vais avoir tendance à le diaboliser beaucoup. Et une chose qu'on n'a pas du tout parlé, puis tu m'interromps si je vais dans une autre direction, je t'écoute, mais c'est concernant les délais de conservation. Oui. Ça, c'est quelque chose de douloureux pour nos organisations. On a du mal à se défaire de l'information au cas où. On a appris à accumuler, surtout que maintenant, c'est numérique, donc on s'en rend plus compte. Exactement, puis ça coûte plus très cher d'avoir un terabyte de plus, whatever. Là, on garde 5 ans de plus. Mais peut-être, est-ce que tu as des guides? Est-ce que tu as des
des exemples ou des trucs là, pour donner aux gens? Parce que même moi, des fois, on me pose la question comme mes factures, mes trucs, mes factures fournisseurs, mes factures clients. Combien de temps je les garde. Puis, des fois, même moi, j'ai le réflexe de dire qu'en cas de doute, là, c'est numérique. Là, comme, garde-les plus longtemps qu'autrement parce que, de façon générale, je pense qu'on dit 7 à 10 ans là, de facture. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la bonne réponse à donner? Ouais. En fait, la loi, une fois de plus, elle nous laisse beaucoup de latitude. La loi nous dit détermine tes délais, respecte-les. Fait que, on a quand même pas mal de latitude et c'est là qu'il y a certains ordres professionnels qui viennent encadrer un petit peu plus. Ouais. Hier, je faisais une recherche justement pour les chiropraticiens. J'avais quelqu'un qui m'avait contacté par courriel qui se demandait ses délais. Et là, l'ordre dit au moins 5 ans. OK, au moins 5 ans, mais ça ne veut pas dire comme max, c'est combien de temps. Fait que c'est ce que je lui ai dit. Généralement, ce qu'on voit, c'est entre 7 et 10 ans. Et puis, tu sais, tant que c'est pas exagéré, tant que je dis pas, je garde ça à 20 ans, je suis comme, ça, à 20 ans, c'est un peu abusé quand même. Il y a plus ou moins de... Mais par contre, un autre contexte où est-ce que j'avais un client qui vendait des électroménagers et il y avait des garanties de 20 ans. Là, il faut que tu gardes ça tant que c'est sous garantie. Donc, encore là, ça dépend. Puis, il y a aussi des ordres professionnels comme... Ça m'avait beaucoup marqué, c'est l'ordre des arpenteurs géomètres. Eux, leur ordre professionnel dit, tu gardes ça à perpétuité. Oui. Je suis comme, OK, je sais pas si avec la loi 25, ça va bouger un petit peu, mais c'est quand même intense aussi. Ça, pour avoir été impliqué dans certains litiges comme... Tu sais, eux autres gardent les... puis ils ont certains, un peu comme les notaires, je pense qu'ils ont certaines voûtes qui peuvent garder l'information. Puis tu sais, des fois, quand ils vont faire une analyse de terrain, ils vont regarder qu'est-ce que les arpenteurs ont statué auparavant. Puis même moi, ils sont allés chercher des trucs où est-ce que ça datait de comme des années 40, années 50. Encore là, il y a peut-être des informations sur le terrain qui peuvent être gardées et anonymiser le fait de qui était propriétaire à ce moment-là. T'sais, ça incluait, moi, à l'époque, même les pièces d'identité des clients. Mais c'est beaucoup, là. Heureusement, les pièces d'identité, ça expire au bout d'un moment par elles-mêmes. Mais de façon générale, je dirais, pour donner du jus à nos auditeurs, ressources humaines, RH, droit du travail, c'est généralement 7 ans. Donc, il y a certaines micro-exceptions quand dans des cas de retraite et tout, mais généralement, on garde ça 7 ans après la fin d'emploi. Donc, c'est pas du moment où je l'ai collecté, je garde ça 7 ans. Non. Le compte à rebours, il commence à partir du moment où la personne n'est plus avec moi. Donc, ça, c'est quand même une nuance assez importante. Si j'ai quelqu'un pendant 20 ans, je garde ça pendant 20 ans. Aussi simple que ça. Puis, comment est-ce qu'on gère quelqu'un qui dit « Je veux avoir toutes mes informations que vous avez sur moi. Puis, je veux que vous supprimiez toutes les informations que vous avez sur moi. » Qu'est-ce qui est nos obligations? Qu'est-ce qui est la meilleure procédure? C'est quoi la meilleure chose à faire? Tu as des raisons pour lesquelles tu pourrais refuser. Quelqu'un pourrait effectivement arriver et dire tout ce que tu as sur moi, je veux que tu le supprimes. C'est comme, attends une petite minute, on va faire quelques vérifications. D'abord, est-ce que cette personne est encore mon client? Parce que si je dois continuer de lui offrir des services, des produits, je ne peux pas supprimer ces informations. Il y a encore des garanties et ainsi de suite. Donc, on peut légalement refuser à la personne de dire non, je ne peux pas supprimer vos renseignements personnels. Pareil, si tes délais de conservation ne sont pas terminés, tu as une obligation légale de conformité de garder ça 7 ans, puis 5e année, la personne dit supprime. Comme moi, j'ai des délais à respecter, je ne peux pas. Et tu le mentionnais, la 3e raison au niveau de la loi, c'est en cas de litige. S'il y a un litige en cours et quelqu'un te dit « Hey, il faut que tu supprimes tout ce que tu as sur moi », tu es comme « T'es gentil, mais c'est comme ma preuve devant le tribunal. » La réponse sera non. Mais par rapport à la demande d'accès, oui, n'importe qui peut dire « Hey, tout ce que tu as sur moi, je veux avoir une copie. » Donc là, c'est effectivement un peu de la gestion. Et ça, par contre, ça concerne uniquement les choses qu'on a collectées au sujet de la personne. C'est pas les choses qu'on a produites à son sujet. Donc, il y a comme une petite nuance, un peu plus le fun pour nous. Puis ça vient aussi avec la notion de droit à la portabilité. J'en parlais au début du podcast, 2024, là, septembre. Le droit à la portabilité, c'est quoi? C'est qu'un client pourrait dire « Hey, je change de comptable. Tout ce que tu as sur moi, transmets-le à cet autre comptable-là. » Et là, on doit pouvoir le faire dans un format, souvent ça va être sous forme de fichier Excel, un format un peu base de données facilement exploitable. Donc, on doit pouvoir transférer cette information-là. Donc, c'est un gros morceau, mais pas tant que ça. Je pense que ça ne va pas concerner tous les domaines d'activité. Je pense que le domaine de la santé va être beaucoup impacté, mais c'est des choses qu'ils faisaient déjà. L'exemple change de dentiste, transfère mon dossier, c'est déjà des choses qu'ils font actuellement. Nous aussi, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement, tu sais, qu'on communique entre CPA directement, envoie-moi les informations. Fait que, non. Mais oui, il y a peut-être des domaines que c'est pas le cas ou c'est pas... c'est moins pratique courante. Ouais. Pour revenir, si tu me permets, à mes délais de conservation, donc je disais pour nos équipes en 7 ans. Généralement, c'est ça la moyenne. Pour celles et ceux qui ont un conseil d'administration, là aussi, on parle souvent d'un 7 ans. Et ensuite, pour les clients, on revient à ce que la loi disait, c'est-à-dire détermine tes délais, respecte-les. Donc, on peut jouer sur certaines notions, on peut jouer sur certaines choses. Il y a 2 façons de le formuler. En fait, c'est
exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Quelqu'un qui... une organisation qui va offrir du soutien à l'emploi, tu sais, en employabilité. Ouais. Mais là, si j'ai quelqu'un qui revient me voir, je sais qu'il revient me voir à chaque 2 ans, à chaque 3 ans, ou peu importe, il y a une différence entre formuler « je garde son dossier 7 ans après le premier contact » ou 7 ans après le dernier contact. Ouais. Tu sais, il y a comme une différence aussi, tu sais, où est-ce que... ça veut dire que s'il revient me voir à chaque 2 ans, 7 ans plus tard, à chaque fois, il faut comme je fasse un ménage dans son dossier. Tandis que la meilleure stratégie serait de dire 7 ans après la dernière intervention, là, tu flushes tout l'historique. Parce que c'est important pour nous aussi d'avoir un historique, de dire cette personne-là, elle est venue à ce moment-là, elle est venue à ce moment-là. Donc, d'avoir quand même un portrait plus global de la personne dans nos interventions. Donc, il y a 2 façons de le formuler. Mais par contre, oui, il y a des choses, souvent, on veut gratter, dire est-ce que je peux garder ça un petit peu plus longtemps? Mais il y a des choses que je peux garder moins longtemps. On parlait du spécimen de chèque, c'est ce qui m'a fait penser à ce point-là. Mais pensons, nouvelle exigence, registre des entreprises, on doit envoyer une pièce d'identité. Ouais. Si je n'ai pas besoin de la pièce d'identité, autre que pour cette demande du REC, je ne suis pas obligée de la garder à l'interne dans mes dossiers. Je peux m'en débarrasser du moment où est-ce que ça a été transféré. Pareil, c'était l'exemple des spécimens. Si tu reçois un courriel, comment est-ce que tu t'en débarrasses? Tu supprimes ton courriel. Idéalement, ne pas recevoir ça par courriel dans un monde idéal. Mais si tu le reçois par courriel, supprime le courriel, supprime ta corbeille. Parfait. Puis c'est suffisant, là, c'est tout à fait. Il y a ça, la pièce d'identité sera toujours sur les serveurs de Microsoft, de Google, pendant souvent 30 jours. Tu sais, au cas où, est-ce qu'on les recontacte, hey, j'ai supprimé un truc par erreur, est-ce que vous pourriez me le redonner? Mais ensuite, oui, ça serait détruit selon leur politique. Selon leur politique. OK, parfait. Non, c'est intéressant ça, parce que oui, puis tu sais, on parlait justement des adresses, puis tu sais, avec le registre, les règles changent maintenant, puis on doit vraiment donner plus d'informations. Mais des fois, c'est ça, c'est des situations où est-ce que tu dis, mais je veux pas que mon adresse personnelle apparaisse sur le REC en tant qu'administrateur de l'entreprise. Tu sais, je veux pas nécessairement avoir que les gens sachent, par exemple, trouve mon entreprise, t'es une personnalité semi-publique, ou est-ce que tu dis, mais là, OK, mais là, les gens peuvent voir où j'habite, ou même, tu sais, dans des relations d'affaires, où est-ce que tu dis, je veux pas nécessairement que mes clients sachent où j'habite, là, tu sais, comme tu as un client mécontent, ou, tu sais, quelque chose qui arrive dans ces genres de situations-là, tu te dis, tu sais, mais c'est des exigences qui sont là quand même. Là, mais qui viennent quand même d'une certaine façon en contradiction avec la protection des renseignements absolument, personnels aussi. Exactement. Fait qu'ils demandent plus de transparence à savoir c'est qui les entreprises, mais en même temps, ne respectent pas la vie privée des entrepreneurs. Il y a des moyens, il y a des façons de mettre comme l'adresse de votre comptable ou l'adresse de l'avocat, mais ça demande une gestion aussi de notre côté. Là. Nous, on reçoit beaucoup de lettres, beaucoup de c'est clair. Des envois postaux. Si on recevait déjà, moi, la quantité que je reçois, j'imagine, si on reçoit ça pour tous tes clients, c'est quand même... Mais exactement. Puis la plupart du temps, c'est des annonces, c'est de la publicité, c'est des magazines Uline. Ça l'arrive, là, c'est comme une pile de magazines. C'est des magazines qui sont assez épais, là. Puis on en reçoit une douzaine, là. On sait quand que Uline les envoie, on en reçoit comme peut-être 12, 15, puis c'est comme... On prend ça, puis on met ça au recyclage. Mais fait que c'est beaucoup de gestion, puis c'est beaucoup de... Pour quelque chose qui... Est-ce qu'on en a vraiment besoin de savoir l'adresse de la personne? Le nom de la personne, OK, je suis d'accord. Peut-être que le registre le garde à l'interne, puis sous une demande à l'information, on peut aller le voir, mais pas nécessairement le publier. Au même titre que la pièce d'identité, finalement, c'est le cas. La pièce d'identité, elle n'est pas rendue publique, et heureusement ensuite, mais on pourrait avoir quelque chose comme ça par rapport à l'adresse. Oui, exactement, l'adresse. Il n'y a pas le numéro de téléphone, heureusement. Mais la date de naissance non plus. Ça apparaît en date de naissance, je trouve que c'est un des facteurs qui est gardé le plus sécuritaire. Je pense, on le voit moins souvent que on va voir le numéro d'assurance sociale. Puis des fois, je trouve ça intéressant parce que dans les informations, justement, les questions qu'ils nous demandent quand on doit s'identifier à la date de naissance, on est un qui demande souvent. C'est sûr que là, après ça, une petite recherche Facebook ou sur Internet, tu peux voir tous tes amis te souhaitent joyeux anniversaire. Fait que, en tout cas, quand on parlait justement de les employés, leur date de naissance, si on veut souligner leur anniversaire, il faut leur demander permission. C'est tous des trucs qui sont super intéressants, puis des trucs qu'on a toujours pris pour acquis, qui viennent changer un peu nos façons de voir les choses. Là. Donc, écoute, moi, je trouve ça super intéressant. Peut-être rappeler aux gens, s'ils ont d'autres questions, on y a touché assez brièvement, mais s'il y a des questions qui sont plus spécifiques, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre?
Alors, j'ai le site web, cyclic.com, cy-clip.com. Je pense que tu les mettras dans les notes de toute façon. On a aussi l'outil gratuit dont je parlais, donc cyclic/EFVP. On a dit que c'était son petit nom. Mais Emeline Manson, pour vrai, il y en a 2 dans le monde, dont une seule qui est au Canada, c'est moi. Parfait. Donc, je suis très active sur LinkedIn. On publie beaucoup de contenu. Les gens peuvent nous ajouter sans problème. Génial. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps ce matin. C'était encore une fois très intéressant. Merci. Puis j'espère que ça va avoir éclairé les gens un peu plus. Oui, un gros merci, sincèrement.